Triathlon, paddle, Ironman, ultra trail, e-sport, ce qu'on appelait hier des disciplines de niche, sont devenus des marques à part entière avec leurs shows, leurs fans, leurs sponsors et leurs écosystèmes. Derrière cette bascule, des hommes et des femmes qui bousculent les codes, captent l'attention et redessinent l'économie du sport. Alors la vraie question, c'est pas est-ce qu'ils vont percer? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils sont déjà en train d'écrire? Et pour cette nouvelle causerie des meneurs en direct de Sport Définition, j'ai le plaisir de recevoir José Manuel Escoïn. Bonjour. Bonjour, président et fondateur de Casa Paddle. Exact. Thibaut Veillard, managing director chez Ironman France. Bonjour. Bonjour. Et Flossel Riblier, tu es Sales and Sponsorship Director chez Warner Bros. Sport. Bonjour également. Bienvenue à tous les trois. On va parler ensemble des nouveaux sports créateurs de nouveaux business models. Mais ma première question, c'est à quel moment on se rend compte que un sport de niche devient un vrai phénomène ? Je ne sais pas si vous avez la réponse, messieurs. Moi, j'ai une réponse très très simple, c'est le taux d'occupation. Ouais. Quand on a un centre sportif qui est rempli aux heures pleines normalement et tout d'un coup on a les heures creuses qui explosent, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place. Et comment t'expliques toi ce phénomène justement qui s'est passé avec le paddle ? Je pense que c'est l'internationalisation du sport. Donc la France a bénéficié de cette explosion internationale du paddle avec, alors malheureusement la période du Covid a, exacerbé cette explosion. C'est un sport qui est qui est d'origine latino-américaine, né en 1969 au Mexique, développé en Argentine, puis a explosé en Espagne. C'est arrivé en France dans les années 90, peu de gens le savent. Mais ça a explosé vraiment depuis cette période de Covid où c'est un sport qui se joue aussi bien en indoor qu'en outdoor. Et donc nous, on a constaté ce changement de consommation du paddle. Et après, nous, on avait notre petite recette personnelle. Maison, on va en reparler après. Thibaut, dans une autre émission, une autre causerie des meneurs, quelqu'un disait tout à l'heure, avant un Ironman, c'était un mythe, c'était quelques happy few qui allaient un peu des fous. Aujourd'hui, ça s'est ouvert, c'est démocratisé. Enfin, Si on n'a pas fait un Ironman avant 50 ans, on a raté sa vie, c'est ça? Bon, ça va alors. On a le temps. Il nous reste tous du temps autour de cette table, n'est-ce pas? Pas trop. Non, mais c'est vrai qu'avant, on disait souvent il fallait faire un marathon et un Ironman, on était un alien quand on faisait un Ironman. Ouais. Et le marathon, limite maintenant, si on n'a pas fait un marathon, c'est presque une honte. Et c'est en train de se démocratiser de faire un Ironman. Sur une ligne de départ, il y a encore 20 ans, on avait que des hommes aux jambes rasées et 3% de masse graisseuse au mètre carré. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de monsieur et madame tout le monde. Je dis pas que c'est un effort facile à faire, ça reste très conséquent. Mais on a beaucoup plus de monsieur et madame tout le monde qui viennent. Et pour reprendre ce que disait José Manuel sur le taux d'occupation, nous, ça va être plus... si nos événements sont sold out, ça correspond à une certaine demande. Et c'est le cas aujourd'hui, tous nos événements sont sold out. Donc c'est qu'il y a une très forte demande sur l'ensemble de nos événements. Il y a eu un point de bascule particulier? Alors il y a eu surtout un gros uppercut pendant les années Covid où pas d'événements livrés. Où ça a mis un petit peu de temps à revenir. On a cassé les habitudes quand même du jour au lendemain et il fallait les reprendre. Mais c'est vrai que depuis 2024, on a vu les gens se remettre. On arrive à des taux qu'on avait atteints dans les années 2019, pré-Covid. Et là, aujourd'hui, clairement, ça explose, quoi. On a une demande qui est en croissance constante. Flossel, toi, qu'est-ce qui, selon toi, rend à partir d'un moment un sport diffusable, monétisable, scalable ? C'est une très bonne question. Sur la partie, José, il a le taux d'occupation. Alors moi, je vais pas dire c'est les audiences parce que effectivement, on va avoir des sports qui vont être aujourd'hui un peu plus mineurs. Mais l'Ironman, c'est un énorme défi. On voit qu'aujourd'hui, les marques cherchent des nouveaux territoires d'expression. Et qu'est-ce que les marques vont chercher? Un sport plutôt outdoor, green, sustainable, sur lesquels les gens vont pouvoir un petit peu aussi s'évader. Alors nous, on part plutôt sur le trail, un format un peu plus court, parce que tout le monde n'est pas capable de faire 8h30 pour les premiers, un peu moins de 8h. Si tu mets 8h, t'es chaud. Voilà, 8h, t'es chaud, on va dire 10-11 heures pour les... Voilà, et après 14h, donc un format un peu plus court sur lequel derrière, monsieur et madame tout le monde va pouvoir aller courir un peu dans la montagne avec un peu dénivelé. Voilà. Et après, nous, on va en faire du contenu, on va voir si ça marche et puis on va voir si les partenaires vont venir. Vous êtes en test and learn ?
on est en test and learn, effectivement. Mais le produit télé doit être bon et on investit beaucoup sur la prod. Ouais. Et ça, aujourd'hui, alors sur le mountain bike, qui est un sport aussi un peu de niche, on l'a fait. On a amené le drone, effectivement, pour faire du contenu complètement différent sur la descente. On l'avait amené sur le ski. Et aujourd'hui, sur le mountain bike, on voit que sur la descente, quand les drones suivent les athlètes, les riders, ça fait des images assez exceptionnelles. Et là-dessus, on voit que ça plaît finalement aux marques. On coche un certain nombre de cases. Et quel sport a été le plus surprenant pour toi en termes d'audience, où tu t'attendais pas du tout à cet engouement? En termes d'audience, Ouais. aujourd'hui, on voit une énorme montée du vélo. Je pense qu'il y a eu un pic avec les années avant les affaires Festina, mais aujourd'hui, la puissance du vélo est assez forte. Nous, on le voit en termes d'audience. Le tennis était assez exceptionnel. J'enlève le foot, la Ligue des Champions, Ouais. peut-être la Formule 1, mais aujourd'hui, le vélo a un pouvoir d'attraction phénoménal. Pas que compétition, mais dans la pratique aussi de tous les jours. Je pense que les modes sont en train d'évoluer. Mais le vélo aujourd'hui, exceptionnel. Et vous avez t'as une explication particulière à ça ou... Ouais, je pense que ça remplit beaucoup de cases sur effectivement les modes évoluent. On va plus forcément se déplacer en voiture. Les gens vont faire un peu plus de vélo. Je pense que le Covid y a joué aussi certainement. Les audiences, le contenu est meilleur. Et oui, il y a une meilleure exposition de ces sports, de ce sport-là en tout cas. Il y a beaucoup de courses. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Alors, les courses amateurs moins, c'est de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de contraintes. Mais le vélo aujourd'hui a un pouvoir d'attractivité exceptionnel. Je pense aussi qu'avant c'était un sport très populaire et aujourd'hui on a beaucoup de CSP+. Enfin, l'audience vélo, elle a dû s'élargir énormément où c'est plus un sport seulement populaire, c'est vraiment un sport qui attire tout qui attire tout le monde? Rien que le matériel, les prix des vélos ont complètement explosé et on peut s'acheter un vélo qui vaut largement le prix d'une voiture aujourd'hui, quoi. Et si on veut le voir là-dessus, alors je ne vais pas faire de promo, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que Decathlon est parti avec Van Rysel? Aujourd'hui, ils avec Rock Rider pour Monsieur et Madame Tout le Monde, et là ils se sont dit, il y a un segment à prendre sur la partie premium avec Van Rysel. Donc, et ça, ils le font, et effectivement, derrière, je pense qu'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui, et puis les vélos électriques, aujourd'hui, un vélo sur deux vendu est un vélo électrique dans le monde. Donc, et ça permet à des gens de faire du vélo alors qu'ils n'en faisaient jamais Ils avant. n'en faisaient jamais avant. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire Nouvelle du vélo électrique. innovation qui permet un nouvel usage et des Bien nouveaux sûr. utilisateurs. Alors si on revient au projet, José Manuel, toi tu as vu le boom du paddle en Espagne Oui, et tu t'es dit ça c'est pour la France. du tout. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Très simplement, j'ai lu un jour un article dans l'équipe où la Fédération française de tennis allait prendre la délégation d'un nouveau sport de raquette qui s'appelait donc le padel. 2016 Novembre 2014. 2014 et ça a été officialisé 2016. Et ça a été officialisé en 2016, c'est pour ça On a que des fins de j'ai... connaisseurs dans cette exactement. Bah oui, parce qu'on s'est connus à l'époque à la Fédération française de tennis. Et donc pendant ces 2 années, j'ai étudié un petit peu le phénomène en Espagne. Et ce qui m'a tout de suite choqué, c'est qu'on va dans n'importe quel club de padel en Espagne et c'est papa, maman et les enfants qui arrivent. Papa qui va aller avec les copains tout de suite sur le terrain, maman qui va déposer les enfants pour un cours de padel avec leur coach, et les femmes qui ont leur propre groupe, habituel, où elles ont leur partie aussi. Donc j'ai tout de suite vu le côté convivial. Avant de voir le côté business, j'ai vu le côté ouvert. C'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Après, ce qui est vrai, je vais faire une petite analogie avec le cyclisme, c'est un sport qui est très populaire en Espagne. C'est plus de 5 millions de pratiquants. Mais c'est un sport qui s'est professionnalisé dans le matériel. Donc on parle de Decathlon aussi qui s'est mis dans le paddle. Je crois qu'ils ont des croissances à 3 chiffres sur la vente de palas et autres matériels. En plus de se professionnaliser, on va dire qu'il y a des clubs privés qui ont ouvert avec un service très complet, très premium. Et c'est un peu ce que Casa Paddle prétend aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un centre Casa Paddle, vous êtes reçu dans un restaurant à connotation ibérique. Vous avez des salles de séminaire qui permettent aux gens, qui sont en télétravail ou pas, de faire quelques heures de télétravail et d'enchaîner sur des parties de paddle ou d'organiser un team building, un séminaire d'entreprise. Et en plus de cela, on a mis en place une grosse, un développement sur le sport santé. C'est-à-dire que c'est un sport alors pas comme l'Ironman évidemment,
Mais je sais qu'une heure et demie de paddle, c'est à peu près 900 calories. C'est du gainage constamment, c'est un sport d'équipe, ça se joue à deux. En plus d'être convivial, on transpire, on s'éclate, on s'amuse, et c'est ludique, et c'est facile d'accès. Donc j'allais dire, à un moment donné, ça cochait toutes les cases. Toutes les cases étaient là pour Je se me suis lancer. dit, je vais me lancer. Et tu as bien fait. Thibaut, Ironman, c'est une marque globale. Tout à fait. Comment on fait pour l'implanter localement? On fait des copier-coller ou on adapte? C'est Qu'est-ce qui une se longue passe? histoire parce que on a commencé donc en 1978, donc ça a mis un peu de temps avant de dérouler le tapis. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 50 pays. On a longtemps été un modèle de franchise parce que c'est ce qui permet de se développer le plus rapidement dans des territoires différents. Sauf qu'arrivé à un certain niveau, on perd un peu le contrôle sur la qualité qu'on souhaiterait avoir. Donc dans les années 2010, il y a eu un revirement de modèle où aujourd'hui on est à la fois propriétaire et organisateur de nos événements. Donc tu parlais de modèle, oui effectivement aujourd'hui que j'aille faire un événement Ironman en France, aux US, en Australie ou dans n'importe quel pays où on est présent, il doit y avoir aucune différence. Alors il y a des petites touches locales évidemment, hein, mais aucune différence de service et d'expérience pour un athlète. Il sait que quand il vient sur un Ironman, il aura une expérience premium du début jusqu'à la fin. Et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir des guidelines, de faire en sorte qu'elles soient respectées dans tous les pays, tout en conservant malgré tout cette identité, puisque un athlète américain, s'il vient à Aix-en-Provence, bah, c'est qu'il veut avoir un petit peu de la Provence sur son D'entendre les expérience. cigales dans son expérience. Exactement, alors les cigales ça va être compliqué sur son vélo à 35 à l'heure, mais voilà, d'avoir un petit côté Quand il j'ai de descendra la de son Provence. vélo. Exactement. Donc à nous de faire en sorte sur les ravitaillements par exemple de mettre des produits locaux, des choses comme ça. Mais l'expérience au global doit rester la même quel que soit le pays dans lequel on va faire un Ironman. Flessel, c'est nouveau, je le mets comme vraiment entre guillemets parce que on entend par nos autres invités qu'ils sont pas si nouveaux que ça, mais en tout cas ces nouveaux sports qui sont médiatisés, ils trouvent facilement des sponsors. Qu'est-ce que les marques trouvent d'attractif ou quelles marques ils attirent? Alors, sur l'Ironman, je pense qu'ils ont un panel de marques qui est assez fort parce que alors surtout sur ce sport-là, si on y va, je pense que c'est des hardcore fans, clairement. Je pense que le profil est extrêmement important. Si je peux intervenir, je crois qu'on doit être une des seules marques tatouées. C'est-à-dire que sur une ligne de départ, vous avez à peu près, j'ai pas de stats précises, mais je dirais à peu près 5% des athlètes qui sont tatoués, mais pas le petit tatou qu'on met là avec de l'eau, comme les enfants, le vrai tatouage avec le M-Dot, le fameux M-Dot, sur une ligne de départ. Donc ça montre le niveau, tu disais hardcore, je pense qu'on est pile dedans. Voilà, donc je pense que pour les marques, c'est hyper intéressant parce qu'à partir du moment où ils vont avoir des hardcore fans, c'est voilà, comment est-ce qu'on va venir les toucher, qu'est-ce qu'on va leur proposer, surtout sur ces trois disciplines. Je pense qu'il y a un besoin de matériel qui évolue en permanence parce qu'on va finalement, on va parler de performance, de dépassement de soi, mais le matériel, le vélo, les chaussures, etc. Donc, qui dit ça, dit pouvoir d'achat et voilà. Les valeurs qui sont véhiculées. Je pense que c'est pareil sur le paddle, sur le vélo, sur le mountain bike. Aujourd'hui, moi c'est simple, on a récupéré le mountain bike en 2023, on avait 8 partenaires dont 2 régionaux. Aujourd'hui, on est quasiment à 21 partenaires. Alors j'inclus aussi un peu les venues parce que ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes aussi. C'est on va toucher les gens, mais on va aussi toucher des localités ou des départements ou des régions sur lesquelles ils ont ce besoin d'attractivité. Effectivement, voilà, surtout alors en montagne aujourd'hui, parce que le ski, à un moment donné, l'or blanc risque de fondre comme neige au soleil du coup. Et voilà, et ça c'est extrêmement important pour eux à travers des sports, des disciplines, et c'est une vitrine. Et nous, en tant que médias, en plus, on amène effectivement ce côté média, diffusion, amplification, campagne, ou quelle histoire est-ce qu'on va raconter, quoi. Et ça, dans le monde entier, quels sont les territoires qui veulent devenir un peu des territoires de vélo. José Manuel, je ne sais pas si tu as des clients, des fans qui sont tatoués Casa Paddle déjà. On va lancer un sondage. Tu vas Bientôt peut-être. Mais ma question, elle tourne plus à parler de l'expérience. C'est une vraie marque, il y a une vraie expérience quand on arrive chez toi. C'est quoi le business model autour de tout ça? Le business model aujourd'hui, on va dire, c'est 75% du B2C, donc c'est du taux d'occupation classique. Mais là où on fait la différence, c'est aujourd'hui nos 25% de B2B, où on a une expérience client, où un simple, j'allais dire, joueur qui travaille dans une société peut, se dire, je vais faire mon team building avec mes employés,
pour partager ces valeurs de convivialité, d'un sport facile d'accès. Donc le problème qu'on a aujourd'hui dans une entreprise aussi, c'est qu'il faut trouver des sports qui soient faciles d'accès à tout le monde, à tout âge. Et le padel est un sport intergénérationnel. Donc aujourd'hui, ça touche tout le monde peut y jouer, tout le monde peut partager un moment de rigolade, parce qu'on n'est pas... Moi, je dis toujours que Casa Padel, c'est un lieu de vie où le loisir prime, mais on n'oublie pas la compétition. Casa Padel, aujourd'hui, on a été à plusieurs reprises champion de France en National 2, National 1. On a des compétiteurs, on accompagne des jeunes Français à l'international. Mais aujourd'hui, l'expérience Casa Padel, c'est vraiment l'entreprise qui fait la différence des autres clubs peut-être qui sont plus axés sur le B2C classique. Donc nous, on se donne les moyens d'avoir des centres d'à peu près 3 à 5 000 m² avec un bel espace de restauration, des belles salles de réunion pour justement organiser le même jour avec une dizaine de terrains de paddle. On peut organiser un team building, un tournoi de paddle et recevoir des gens qui s'éclatent comme tous les joueurs classiques du paddle, quoi. Le maître mot là dans ce que tu dis, c'est l'expérience. Finalement, aujourd'hui, Thibaut, c'est aussi une expérience que de faire un Ironman au-delà d'une performance brute. Non, complètement, c'est une expérience du moment où on s'inscrit jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que au-delà même d'une expérience, c'est un projet. Et on peut même utiliser le mot projet de vie, parce qu'on embarque aussi son entourage. Quand on fait des sacrifices d'aller rouler 5 heures le week-end, alors je vais faire peur à beaucoup de gens, mais non, mais ça demande beaucoup d'entraînement, l'air de rien. Et c'est pour ça oui, on peut pas y aller comme ça la semaine prochaine. On peut, mais on le paye cash. Nous, tous les trois y aller. C'est la différence avec le paddle, c'est facile d'accès. Venez chez moi. On peut, mais on le paye cash généralement sur la ligne d'arrivée, ou en tout cas après on le paye cash. Mais non, c'est un projet, et moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est rester sur la ligne d'arrivée et voir les émotions qui ressortent, parce qu'après des mois d'entraînement, et le plus dur, c'est pas la course, le plus dur, c'est les 3, 4, 6 mois qui précèdent, où on va se mettre 10, 15, 20 heures pour les plus fous d'entraînement par semaine, et du coup, forcément, ça a un impact sur sa vie pro, sur sa vie perso, sur sa vie de famille aussi. Et quand on passe la ligne d'arrivée, qu'on est athlète, forcément on relâche toute la pression, donc on a tendance à beaucoup pleurer. Mais pas que les athlètes, c'est ça qui est beau, on voit que c'est vraiment un projet familial, c'est qu'on voit aussi alors c'est souvent des hommes, donc on voit aussi les femmes et les enfants qui tombent en pleurs, peut-être un côté en disant enfin il va arrêter ses conneries, il va rester à la maison, mais aussi parce que ils ont participé au final à cette expérience et à cette aventure. Exactement. Donc ils ont un petit bout de la médaille leur appartient au final, puisque ils ont donné de leur temps eux aussi, et ils ont accompagné l'athlète dans ce projet. Donc oui, c'est une expérience du début jusqu'à la fin. Et nous, c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette expérience qu'on offre aux athlètes. On a un positionnement très premium. Quand on vient faire un Ironman, on sait qu'on sera bien pris en charge du début jusqu'à la fin, que ce soit pendant le parcours, mais aussi en amont et après, de l'accompagnement, des produits, sur les ravitaillements à la fin, et puis dans tout l'univers Ironman qu'on peut proposer. On offre une expérience athlète premium, et c'est ça que nos athlètes viennent chercher, quoi. Si je peux me permettre, on parle d'expérience, mais là, on est en train de parler de 2 sports qui me semblent avoir un autre adjectif, c'est très addictif. Ouais. Alors, j'oserais pas dire que c'est une drogue, mais quand on commence, j'ai l'impression en entendant parler d'Ironman, qu'on parle de paddle, parce que les gens, quand ils débutent ce sport, on a des gens qui jouent entre 2 et 3 fois par semaine, qui participent toutes les semaines à un tournoi de padel. Le côté addictif du sport est aussi intéressant. C'est bon pour les avocats, tout ça. Alors imagine, moi je fais de l'Ironman et du padel, donc... Toi, t'es doublement, toi. Doublement addictif. Floxel, on va s'y mettre. En tout cas, quand je vous écoute, vous parlez d'expérience, vous parlez d'émotion. Et je me pose une question toute naturelle qui est, est-ce que tu vois une demande émergente pour des formats qui mixent justement cette émotion et ce lifestyle, au-delà juste de la compétition? Complètement. Là-dessus, alors Rossé, parce que je connais un petit peu Casa Padel, il y a une vraie expérience sur l'Ironman aussi. Alors ce que Thibaut dit, c'est l'expérience sur les athlètes. Je pense qu'il y a quelque chose à prendre en considération, c'est l'expérience pour les athlètes, mais aussi pour les accompagnants. Aujourd'hui, sur le marathon de Paris, si je dis pas de bêtises, c'est un athlète pour 3 accompagnants. Ce qui fait que quelle expérience va être proposée aujourd'hui on-site pour le fan, ça va être à la fois pour l'athlète, mais aussi pour les gens qui viennent autour, parce que finalement,
Oui, ça va être, des émotions vont être véhiculées, ça va être le moment de partage. Mais voilà, quelle expérience va être vécue on-site et pas que. Thibaut, il dit que ça commence au moment de l'inscription, mais effectivement, nous, les gens, quand ils arrivent, ça doit, dès le parking ou même en amont, qu'est-ce qu'ils doivent recevoir comme information? Parking, l'entrée, Roland-Garros, je pense c'est un modèle pour ça. Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue à Roland-Garros, etc. Mais tous ces petits détails font que l'expérience qui est vécue doit être exceptionnelle, en fait, fantastique, pour que finalement les gens reviennent. Et après derrière, si on amplifie, voilà, sur les réseaux en termes de contenu, voilà, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on les accroche, voilà, tout ça c'est la fan expérience. Je pense qu'aujourd'hui les ayants droit le comprennent. Je pense que Rosé et Casavade l'ont compris. Je pense qu'Ironman l'a très bien compris aussi. Voilà, mais les ayants droit là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on propose finalement on-site? Oui, le sport, mais pas 100% d'accord avec toi, parce que aujourd'hui un athlète, chez nous en tout cas, il veut faire une performance, il veut venir faire un Ironman, mais il vient en famille, comme tu dis. On a plusieurs statistiques là-dessus, le nombre de jours qu'il va passer sur site, combien souvent c'est des membres de la famille qui viennent. Dans le choix de la destination, il a pas son mot, enfin c'est pas qu'il a pas son mot à dire, mais il a un mot à dire. Mais il doit prendre en compte le fait que sa famille va venir passer un week-end, 3-4 jours à un endroit, et j'ai le droit de choisir là où je vais passer mon week-end. Donc oui, je suis d'accord avec toi que l'expérience athlète / client, elle est hyper importante, mais l'expérience des accompagnants, elle est tout aussi importante, parce que au final, à la fin, l'athlète, il va avoir fait son truc, mais il va aussi demander, et vous alors, comment c'était? Et dans les feedbacks qu'on va avoir, on va devoir prendre en compte aussi l'expérience des accompagnants, en mettant des food trucks, en mettant des activités sur place, parce qu'un Ironman, ça dure, tu le disais, 8 heures pour les plus rapides. Il faut les occuper. 17 heures pour les moins rapides. C'est long. Exactement, il faut les occuper. Donc quand on est en centre-ville, ça va, il y a des restaurants, des choses comme ça, mais quand on n'est pas forcément en centre-ville, il faut mettre de l'animation, il faut mettre des activités pour les enfants, pour les accompagnants, etc. Tu les fais passer à côté d'un Casa Paddle, on a le restaurant. Mais ça, on y pensera. Là-dessus, quand tu parles tout à l'heure de quel est ton business model, ou quel est ton modèle. Mais aujourd'hui, moi j'adore le tennis et je continuerai à jouer au tennis pour plein de raisons, mais l'attractivité de Rosé et le Casa Paddle, c'est ce qui est proposé en termes d'expérience on-site. Oui, tu joues, finalement, dans les clubs de tennis, tu joues aussi, mais c'est les modèles associatifs sur lesquels l'offre n'est pas aujourd'hui au niveau et aux attentes des modes de consommation. Pourquoi est-ce que tu veux aller? Parce que tu as un restaurant ibérique, parce qu'effectivement c'est un sport convivial, alors ils vont être 4, peut-être que les 4 restent pas prendre un verre, de l'eau, mais c'est une expérience qui est proposée. Et aujourd'hui, pour moi, dans les clubs de tennis, si on parle d'eux, c'est un modèle associatif sur lequel ce sont des bénévoles. C'est pas forcément leur métier, et ça, c'est extrêmement complexe. Et je dirais plus la préparation. Quand on dit que c'est un sport addictif, nous aujourd'hui, on a axé le sport santé en plus du padel. On a des préparateurs physiques, des nutritionnistes, des ostéopathes. C'est-à-dire qu'on peut venir faire 1h30 de paddle et prendre... comme tu dis, un verre d'eau, on va pas dire une tournée de bière. Voilà, et te faire soigner par un ostéopathe local. Et donc, tu as passé peut-être, pas 8 heures sur un Ironman, mais tu as peut-être passé 3-4 heures dans un lieu de vie tel que les nôtres. C'est pas juste réserver un cours. Non, c'est pas juste réserver un cours. Mais je rebondis, il y a aussi, on parle du cyclisme, mais le paddle peut entre guillemets, ressembler un peu au nouveau golf. C'est que ça entraîne une famille à organiser peut-être ses vacances pour aller par exemple, moi je suis parti à Marbella pour changer de ma destination ibérique, mais donc je suis parti à Marbella et je suis allé dans un lieu où il y avait des terrains de paddle, comme ça, avec ma femme on pouvait jouer de temps en temps, en plus de profiter de la plage, et voilà, donc ça devient aussi un sport où les gens s'organisent dans leur vie privée. Et c'est une manière de dynamiser certains territoires? Totalement. Nous, c'est un de nos piliers, clairement, quand on organise un événement. Au début, on peut faire peur parce que c'est de la natation. Alors la natation, ça dérange pas grand monde, si ce n'est peut-être les pêcheurs quand on est dans un port. Mais le dimanche matin, ça va. C'est du vélo, donc sur des routes souvent sécurisées ou fermées. Et enfin de la course à pied, généralement en ville. Donc oui, ça a un impact fort sur les territoires. Maintenant, les territoires sont nos premiers alliés, nos premiers partenaires. Ça leur draine aussi énormément de personnes. C'est des retombées économiques hallucinante pour les territoires. Aujourd'hui, on estime qu'un
Un semi-Ironman, c'est entre 3 et 5 millions d'euros de retombées économiques pour un territoire, pour seulement 2500 à 3000 athlètes. Donc les retombées par athlète sont très conséquentes, parce qu'encore une fois, on parlait des accompagnants, ils vont rester 4-5 jours sur place, à l'hôtel, au restaurant, etc. etc. Et c'est sans compter, je viens 2 mois avant faire une reconnaissance du parcours et je vais passer un week-end. Donc oui, les territoires, que ce soit les villes, mais on travaille avec tous les territoires, les villes, les agglos, les départements et les régions, ont généralement tous un petit skin in the game quand on organise un Ironman, parce que on est impliqué sur l'intégralité du territoire, et c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui fait aussi le succès, c'est que on nous donne pas juste un terrain de jeu en disant allez-y, faites votre événement. Non, le territoire joue le jeu avec nous, vient nous aider, vient impliquer les riverains, etc., pour que ça devienne une fête locale, parce qu'elles savent, tous ces territoires savent qu'il y a de très fortes retombées, et que tout le monde en bénéficie au final, quoi. José Manuel, je te voyais hocher de la tête. J'ai été en train d'hocher de la tête parce que je me dis c'est un spectacle. Et au même titre que l'Ironman est un spectacle, ce qui intéresse évidemment Floxel ici autour de la table, ça se monétise, et donc aujourd'hui la Fédération française de tennis, qui a pris donc j'allais dire cette tutelle du padel, a eu le nez creux et organise aujourd'hui un événement qui est magnifique dans l'écrin de Roland-Garros. On va avoir à la rentrée en septembre le Alpine Paris Major. Donc en plus, rien que le naming Alpine, une marque haut de gamme automobile qui parie sur un sport qui est convivial mais qui est aussi CSP+, on a, j'allais dire, ce côté spectacle peut être plus médiatisé encore. Je pense qu'on est très très loin de tout ce qu'on peut faire sur ce sport-là, mais je lance une pique, peut-être. Non, mais que sur vous le allez... paddle, non, mais en termes de diff, en termes de produits télé, effectivement, je pense qu'il y a des innovations à apporter au sport, ouais. parce que ça peut vite devenir, attention, moi je c'est pas vulgaire, ennuyeux à regarder, parce que je pense qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé le bon axe de comment filmer une rencontre. Là-dessus, je pense que mais on voit qu'il y a des marques qui demandent, donc effectivement, je pense que plus les marques, les sponsors vont demander à avoir de la visibilité, parce qu'en termes de pratique ça marche. On va y aller, mais il faut innover un petit peu. Nous on l'a fait sur le mountain bike, effectivement, avec les drones. Et pour revenir sur le côté territoire, on peut parler de globalisation aujourd'hui aussi. Pourquoi est-ce qu'on part sur les Golden Trail World Series avec Salomon? Et alors, on va faire des blocs régionaux. D'accord, on va pas faire comme la Formule 1. On va être en Europe, on va aller au Canada, on va revenir en Europe, on va aller à Miami. Non, on va parler de blocs régionaux, mais il y a une vraie attractivité, et on voit aujourd'hui les territoires qui sont très ouverts et à l'écoute d'accueillir ce genre d'événements. Et en Asie, le trail, le running, c'est pas booming, c'est rocketing. Voilà, ils nous ont dit, nous, c'est rocketing. Et effectivement, et donc derrière, il y a des retombées économiques, il y a de la visibilité à l'international pour ces territoires-là. Et aujourd'hui, ils ont des communautés de plus en plus fortes avec tout ce qui est mass event, ce que fait l'Ironman. Ils ont les pros qui partent devant, mais voilà, d'allier ce côté professionnel avec ce côté mass event, et tous les accompagnants, il y a des vraies retombées pour les territoires. Et ça, nous, on le voit. Et là-dessus, on est assez fort. J'ai une dernière question, c'est sur comment, en fait, qui vous accompagne dans votre trajectoire, j'ai envie de dire, quand tu décides de prendre ce sujet du paddle, de le mettre en place, etc. Est-ce que tu vas chercher des gens de l'univers du sport pour t'accompagner pour structurer tout ce business et cette idée, ou tu vas plutôt chercher des profils hybrides? Alors moi, dans mon cas de figure, ça a été très très particulier, parce que quand j'ai voulu lancer le paddle en France, j'avais pas beaucoup de gens autour de la table. Donc j'ai un ami qui était avocat, président d'un club de tennis, qui avait une femme espagnole, donc il avait déjà pratiqué le sport. Donc il connaissait, t'as pas besoin d'expliquer. Il connaissait, pas besoin d'expliquer. C'est pas le truc sur l'eau. Exactement. Alors, pour la petite histoire, quand on a inauguré Casa Padeluno à Saint-Denis, on a des journalistes qui sont venus et qui nous ont posé la question, il est où le lac? Donc, c'était un peu... Bon, c'était très, très sport, on va dire ça comme ça, pour les débuts de Casa Padel. Donc, grâce à Olivier, un de mes cofondateurs, on a, monté, un groupe de business angels. Faut être clair, les gens aujourd'hui n'investissent pas sur un simple projet. Ils peuvent investir sur une personne. Donc, je pense qu'ils ont investi sur moi parce que j'avais ce profil hybride franco-espagnol et avec, une formation professionnelle. Je suis secrétaire général à la Chambre de commerce espagnole, donc j'ai l'habitude d'accompagner les sociétés dans leur développement en France. Et donc je me suis entouré de business angels
Aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, j'ai la chance d'avoir la BPI comme partenaire et actionnaire qui me structure, et on a embauché depuis quelques temps un cadre dirigeant qui aujourd'hui nous apporte cette, j'allais dire, valeur ajoutée et cette structuration pour qu'un simple club devienne un groupe d'entreprises. Aujourd'hui, on a 5 centres, on ouvre le 5e à Strasbourg dans quelques mois. On est sur un développement, on va tripler dans les 3 ans à venir. Et ce sont des centres qui, comme je le disais initialement, des lieux de vie, mais qui deviennent de plus en plus professionnels. Tous les deux, vous parliez d'expérience de manière très forte. Est-ce que Ironman, ça ressemble encore à une organisation sportive classique ou justement vous avez des experts de l'expérience qui nous, vous on rejoignent? est quand même une grosse structure, puisque dans le monde, on est près de 600 salariés répartis dans plein de pays. Donc, on est devenu par la force des choses un peu experts dans notre domaine. Mais aujourd'hui, ouais, on a acquis une certaine expérience, ça fait 50 ans que la boîte elle existe, donc on a fait des erreurs aussi par le passé, on a appris de ces erreurs pour justement éviter de les répéter. Donc on a un modèle en croissance, on se fait pas spécialement accompagner par des experts, on essaie de développer ses skills chacun. Moi par exemple mon job c'est d'aller développer le business, de créer des nouveaux événements, donc de rencontrer des territoires. Au début je maîtrise pas forcément le langage territorial politique. Il faut jouer avec, on fait des erreurs, on apprend et on essaye de ne pas les refaire pour pouvoir convaincre ces différentes personnes et aussi cibler les bonnes personnes. Donc on se fait pas spécifiquement accompagner. Les profils en France, on est une vingtaine de salariés. Pour la plupart, ce sont des gens qui ont fait une formation plutôt sport, management du sport, etc. Mais pas que. Et aujourd'hui, on apprend aussi beaucoup sur le terrain. Au final, c'est la meilleure des expériences. Flocel, pour finir, est-ce que ça t'arrive d'accompagner ce qu'on peut appeler des nouveaux sports, des sports émergents, et de les accompagner assez en amont justement sur le storytelling, sur le packaging, on va dire marketing, pour aller voir les bons annonceurs? Complètement. Aujourd'hui, c'est même la direction dans laquelle on va, parce que, alors, je pense que le plus dur à gérer, c'est le sportif. Je pense que là-dessus, le sportif, c'est le plus dur à gérer. Nous, c'est pas notre métier. On est un groupe de médias. Et moi, j'ai la chance que Patrick Métro, mon patron, me donne l'opportunité de créer une agence de marketing sportif au sein du groupe d'Eurosport Events à l'époque, effectivement, pour faire appel à un certain nombre d'experts. On fait tout un peu in-house et aujourd'hui, effectivement, on s'associe avec des marques sur lesquelles on va les aider, on va les accompagner à faire grandir le sport, à ce que ces sports de niche deviennent des sports émergent. Et effectivement, et tout le côté marketing, il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais toute la partie brand content digital aujourd'hui, elle est extrêmement importante, elle est même clé dans le dispositif. Et comment effectivement on va raconter ce storytelling, cette ligne éditoriale, et au fur et à mesure y intégrer des partenaires, des marques. Alors moi, pourtant je suis sur la partie business, mais j'aime pas du tout tout le contenu commercial. Mais voilà, mais comment est-ce qu'on va arriver à lier la partie sportive, éditoriale, avec les partenaires qui, la plupart du temps, ont des athlètes comme ambassadeurs, et que derrière, il y a tout cet écosystème qui se met en place, et finalement, les fans, les followers, ils vont suivre. À la fois, ils vont commencer par les réseaux sociaux, puis finalement, après, ils vont aller voir sur les événements, et si l'expérience elle est bonne, ils vont y revenir. Donc oui, le côté marketing et quelle histoire est-ce qu'on raconte est essentiel. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus raconter vos histoires en partageant ces expériences et vos émotions à la causerie des meneurs en direct de Sport Définition. Merci à tous les trois et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.